merci d'être venu ce soir pour m'écouter. Les usages du corps, donc je vais parler sans PowerPoint, je le regrette un peu maintenant, parce que ça m'aurait permis de vous montrer des corps mutilés ou suppliciés, des convulsions hystériques ou des corps possédés sous exorcisme, ou encore des corps de cyniques. Il faudra plutôt que je fasse appel que vous fassiez appel à votre imagination pour toutes ces représentations. Voilà. Alors le fond, j'allais dire, discursif, c'est-à-dire l'ensemble des textes sur lesquels je me suis appuyé pour construire ce parcours du corps, ce sont les œuvres de Michel Foucault. Je pense que vous avez peut-être un peu présenté en cours, je ne sais pas, ou en tout cas c'est un philosophe contemporain français, un philosophe du XXe siècle, qui fait, pour vous situer un peu les choses, partie de cette grande génération des penseurs français des années 70, avec Gilles Deleuze, avec Jacques Derrida. Il y a eu toute une constellation qui a été très très importante. Le moment philosophique du XXe siècle a quand même plutôt été français, et ça s'est trouvé autour des années 50, 60, 70. Voilà. Vous savez que l'histoire de la philosophie est finalement assez peu continue, et on a plutôt des effets de concentration. Si vous prenez la grande philosophie allemande, Kant, Hegel, Fichte, tout ça s'est fait en deux décennies, 2 ou 3 décennies. Tout ça est terriblement concentré. Ensuite, il y a des grands silences, et puis ça repart ailleurs. En tout cas, Michel Foucault fait partie de ces grands philosophes français. Il est d'ailleurs actuellement le philosophe, vous savez qu'il existe des moyens techniques pour repérer ça, le plus cité dans le monde, dans les articles. Voilà, donc c'est devenu véritablement une référence. C'était pas complètement évident. C'est un philosophe qui est connu pour son œuvre. Quand je dis pour son œuvre, c'est qu'il a d'abord apporté un infléchissement tout à fait curieux à la philosophie. Et d'ailleurs, vous le repérez, cet infléchissement, si vous lisez quelques-uns de ces textes. C'est que ces textes, si vous prenez par exemple Descartes, dont vous avez déjà entendu parler pour parler du corps, les méditations, les grands textes philosophiques se présentent quand même comme des méditations plus ou moins continues, des spéculations scandées. Les œuvres de Michel Foucault sont entrelardées d'histoires, de faits historiques. J'allais dire, il y a chez lui une autre manière de faire de la philosophie, une autre manière de penser, et qui se manifeste précisément par la dimension très importante pour lui de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup pensé que la philosophie, c'est peut-être l'héritage platonicien, était une question d'essence, et par excellence, on considère que la question de la philosophie, c'est qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la médecine, qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce que le droit, etc. Et c'est vrai que Foucault fait partie de ces philosophes qui, plutôt que de définir des essences, décrivent des processus. Si vous lisez l'histoire de la sexualité, c'est l'histoire de la sexualisation du corps des femmes, du corps des enfants en Occident. Il ne va pas parler de sujet, mais de processus de subjectivation. Il va parler de processus de juridification, comment nos existences ont été investies par le droit. Donc c'est ça, ça je vous demande de garder bien ça dans la tête, l'idée qu'il décrit des processus, et qu'au fond, il ne définit pas des essences. Alors pourquoi est-ce que je vous l'indique? Parce que ce dont je vais vous parler, ce n'est pas du corps au sens d'une philosophie du corps, définir l'essence de ce qu'est un corps, sa nature, sa détermination eidétique, etc. Je vais pas vous n'allez pas sortir avec une définition du corps de cette présentation, mais je vais parler, c'est pour ça que je n'ai rien redit au titre qui m'a été
doucement imposé parce qu'il était parfait, et quand la perfection s'impose à vous, vous ne pouvez évidemment qu'être docile. Je vais vous parler des usages du corps, c'est-à-dire que la manière dont les corps sont produits ou investis historiquement, et je vous parlerai du corps hystérique, du corps cynique, du corps possédé, du cadavre aussi, du corps discipliné. Donc, encore une fois, ce sont des représentations plutôt que des concepts dont je vais parler. Et encore une fois, je ne vais pas repérer une philosophie du corps, mais je vais vous raconter des généalogies qui révèlent l'existence d'un certain nombre de corps. Et ces généalogies, pour Foucault, elles ne sont pas neutres. Alors ça, c'est un autre point important, après l'idée de processus, c'est que pour Foucault, la philosophie, ce qu'il appelle la philosophie moderne, a comme fonction de diagnostiquer l'actualité. Je veux dire par là, quand il parle de diagnostic de l'actualité, il veut dire que pour lui, la fonction de la philosophie, c'est de déranger, de bousculer un certain nombre d'évidences que nous avons reçues ou qui sont, j'allais dire, qui traversent le monde social. Et Foucault, avec l'histoire, va tisser un certain nombre de généalogies qui vont nous permettre de bousculer nos certitudes et un certain nombre de représentations dominantes. Ce que vous devez entendre par là, c'est au fond l'idée qu'il n'y a pas non plus derrière ces présentations que je vais vous faire une seule visée érudite, c'est-à-dire savoir pour savoir, etc. Mais il y a l'idée que ces histoires qu'il raconte, que lui-même parfois accepte de nommer des fictions, ces histoires qu'il raconte doivent avoir une fonction et un impact politique. Et j'en parle, j'allais dire, d'autant plus vigoureusement aujourd'hui que ce problème du corps, vous savez qu'il est au centre des débats publics depuis un certain nombre d'années, que ce soit à travers la problématique du genre, par exemple, ou alors aujourd'hui, évidemment, à travers le problème du harcèlement sexuel. Il existe ce que Foucault avait appelé une politique des corps. Et c'est vrai que nous sommes saisis dans tous ces grands débats publics par cette politique du corps. Troisième chose pour cette introduction, d'abord, je voulais quand même signaler que la présentation des usages du corps chez Foucault m'a été facilitée par l'existence d'un livre qui s'appelle Michel Foucault, Une pensée du corps, auquel je vous renvoie parce que si vous voulez avoir des renseignements beaucoup plus précis, beaucoup plus documentés, vous pouvez vous référer à ce petit livre de 150 pages qui s'appelle Une pensée du corps, où là vous avez, j'allais dire, ça va être beaucoup plus exhaustif évidemment que ce que je vais raconter ici, auteur Arianna Sforzini, d'accord, S-F-O-R-Z-I-N-I. Dernier élément de cette introduction, le corps évidemment est un élément qui est omniprésent dans l'œuvre de Foucault. Dans un certain nombre de ses grands livres, vous trouvez cet élément. C'est vrai par exemple qu'un livre sur lequel je reviendrai qui s'appelle Naissance de la clinique fait une place tout à fait spéciale au corps mort, au cadavre, en nous montrant que l'exploration de ce cadavre a été un moment tout à fait exceptionnel dans l'histoire des sciences parce que c'est à partir de là que s'est fondée une science moderne de l'individu. Alors ça peut nous sembler des choses tout à fait éloignées, mais j'essaierai de vous montrer comment Foucault articule cette idée du cadavre et cette idée d'une science de l'individu, d'une science moderne de l'individu. Et puis vous avez, si vous prenez un livre comme Surveiller et punir, je ne sais pas si ce texte vous dit quelque chose, au moins le titre, ça a été,
considère dans les sciences sociales et la philosophie, c'est peut-être un des ouvrages les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est un livre qui s'interroge d'ailleurs sur les prisons. Le sous-titre, c'est Naissance de la prison, et qui pose le problème de la pénalité, qui est un problème aussi qui inclut le corps. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, si vous lisez ne serait-ce que le premier chapitre, qui est très très étonnant, de Surveiller et punir, ça s'ouvre sur la description d'un supplice, et qui est le supplice de Damien, qui avait attenté à la mort du roi. C'était quel Henri qu'il avait essayé de... je ne sais plus. En tout cas, c'était un régicide qui a été puni de la plus atroce façon, en étant tiraillé par des chevaux, enfin des choses complètement folles. Et ce spectacle punitif nous est donné à lire, c'est assez gore quand même, quand vous prenez, on n'a pas l'impression de lire de la philosophie, si vous voulez, quand on prend ce livre, c'est pour vous donner deux ou trois images de cette importance. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais présenter mon propos ? Deux grandes parties. D'abord, un certain nombre, un niveau un peu descriptif, c'est-à-dire je vais prendre trois grandes représentations du corps chez Foucault qui correspondent à trois époques de son œuvre. Premièrement, le cadavre. Deuxièmement, le corps discipliné. Et troisièmement, le corps du sage. Voilà. Et ensuite, dans une partie que j'appellerais beaucoup plus un discours critique, je prendrai des représentations du corps, mais d'un corps en rébellion, en résistance, et ce sera le corps hystérique, le corps possédé, et enfin le corps du cynique. Bon. Alors je reprends cette idée du cadavre. Alors elle apparaît vous avez un chapitre, comme conseil de lecture, à chaque fois je vais vous indiquer des chapitres qui sont relativement courts, c'est une dizaine de pages. Si vous prenez ce livre de 1963 qui s'appelle « Naissance de la clinique » de Michel Foucault, vous avez un chapitre qui peut vous intéresser, qui s'appelle « Ouvrez quelques cadavres ». Cette interjection est évidemment mise... il ne s'agit pas d'un conseil, mais c'est une citation de Bichat. Et je vous conseille la lecture de ce chapitre ainsi que la lecture de la conclusion de Naissance de la clinique pour entendre ce que Foucault essaye de mettre en place à propos du corps comme corps mort. Naissance de la clinique, peut-être que vous l'entendez en écoutant le titre même, c'est un livre d'histoire de la médecine et qui essaye de montrer comment a pu se former au XIXe siècle la médecine moderne. C'est-à-dire ce moment où on considère qu'une médecine véritablement scientifique advient et nous fait sortir un peu des médecins que vous voyez chez Molière, c'est-à-dire de gens qui récitent des mots tout à fait compliqués et qui exposent des théories fumeuses et dont les interventions sont beaucoup plus mortelles qu'autre chose. Vous avez cette représentation quand même de la médecine au XVIIe, encore un peu au XVIIIe siècle, comme étant une fausse science tout à fait pleine de bizarreries, et on a l'habitude de considérer que la médecine moderne, elle apparaît avec le XIXe siècle, le début du XIXe siècle ou la toute fin du XVIIIe siècle, et avec cette discipline qu'on appelle l'anatomopathologie. Qu'est-ce que c'est que l'anatomopathologie ? C'est la manière dont on va aller chercher la vérité de la maladie en analysant la configuration, en analysant le lissé, le stressage des tissus morts sur le cadavre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fonde l'anatomopathologie ? Une fois que la personne est morte et bien morte, eh bien on va découvrir de quoi elle est morte en allant rechercher la localisation
de la maladie qui, j'allais dire, se situe dans l'altération d'un tissu. Alors, pourquoi est-ce que ce moment-là intéresse Michel Foucault? D'abord, il nous dit que ce n'est pas complètement évident de voir les choses comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il s'agit d'aller repérer la vérité de la maladie dans le corps lui-même du malade. Il faut bien voir que dans ce qui s'appelait autrefois, au XVIIe siècle par exemple, la médecine des espèces, on considérait que les maladies étaient des essences pathologiques qui, évidemment, se réalisaient dans le corps, qui tombait malade à cause de ces maladies, mais le corps déformait en même temps ces maladies, c'est-à-dire qu'elles ne les révélaient pas dans leur pureté. Et cette idée qui est au centre de la clinique, et d'ailleurs quand vous allez chez le médecin, même si évidemment on est passé à une nouvelle clinique qui se fait beaucoup plus maintenant avec des analyses de sang, des analyses, etc., c'est-à-dire des quantifications de taux de ceci et de cela, mais vous pouvez avoir encore un examen clinique, où il s'agit de toucher votre corps et d'essayer d'aller sentir par le toucher ce qu'il en est de l'altération pathologique. Ce qui intéresse Foucault là-dedans, et encore une fois avec cette idée que c'est surtout au moment où le corps est mort que la maladie va se révéler dans toute sa clarté, c'est cette idée finalement que la mort, dans la constitution d'une science de l'homme, est ce qui sert de révélateur, c'est-à-dire c'est une lumière. D'accord ? Et que dans la constitution d'une science de l'homme, une science de l'homme vivant, on pourrait tenter cette formule, ne peut être déployée qu'à partir d'une analyse du corps mort. Donc c'est l'idée que c'est quelque chose comme la mort, encore une fois, qui constitue, je vais prendre un terme un peu technique, le transcendantal des sciences humaines, c'est-à-dire la condition de possibilité de la connaissance. Et j'allais dire, c'est un peu cette thèse très, très paradoxale que vous trouvez dans la conclusion et dans ce texte qui s'appelle « Ouvrez quelques cadavres ». Bon. J'avais écrit « Nous n'avons pu devenir objet d'un savoir scientifique que sous le soleil de la mort éclairé par la lumière du cadavre. » C'est-à-dire, encore une fois, c'est toujours cette même idée. Bon. Je vous indique quand même, avant de passer au corps discipliné, que Foucault a continué à travailler sur la médecine dans les années 70. Je vous indique un texte qui peut vous intéresser, qui s'appelle « Crise de la médecine ». Vous le trouvez assez facilement, je crois même par Internet, en tapant Foucault « Crise de la médecine », où il crée le terme de somatocratie. Ça, c'est assez intéressant, puisque vous avez cratie, c'est l'idée, démocratie, c'est le peuple qui gouverne, aristocratie, ce sont les meilleurs qui gouvernent, etc. Somatocratie, c'est l'idée d'un gouvernement du corps. Qu'est-ce que ça veut dire, un gouvernement du corps? C'est le moment où Foucault repère, c'est quelque chose, je trouve, d'assez important pour éclairer même notre condition actuelle, repère l'importance de plus en plus grande de la médecine dans nos existences, c'est-à-dire ce moment où la médecine ne sert plus à guérir nos maladies, mais sert surtout à produire une meilleure santé. Vous sentez la différence? C'est-à-dire l'idée qu'au fond, il y a un pouvoir médical qui est celui de nous faire rêver
à un corps, ce qu'on pourrait appeler un corps augmenté, en prenant cette, si vous voulez, cet adjectif. Et Foucault prévient même qu'on pourrait parler d'un déplacement sur un temps très long de l'histoire, très fort, de la cible de l'intervention étatique, c'est-à-dire que pendant des siècles qui ont marqué les siècles du premier christianisme et même tout au long du Moyen-Âge et du début de l'époque classique, la finalité de l'État était le salut des hommes, c'est-à-dire que les dirigeants devaient créer les conditions extérieures suffisantes qui puissent permettre à chacun de faire son salut dans de bonnes conditions. Le nouvel objet de l'État serait aujourd'hui la santé des corps, comme si la santé des corps aurait succédé au salut des hommes comme étant quelque chose comme une promesse de l'État et peut-être ce qui serait au cœur même de nos existences. D'accord. Bon, alors ça, je vous l'indique parce que je trouve que c'est un point sur lequel on peut revenir qui est assez intéressant. Bon. Deuxième exemple, je vais prendre maintenant, là on était dans les années 60 pour Naissance de la clinique, qui est un livre de 1963. Je prends maintenant les livres du milieu des années 70, c'est-à-dire premièrement Surveiller et punir, qui va nous permettre de parler de la discipline et du corps discipliné, et aussi un autre livre intitulé La volonté de savoir. Alors ça s'entend pas dans le titre lui-même, mais c'est le premier tome d'une histoire que Foucault commence à cette époque-là, qui est une histoire de la sexualité et donc de la sexualisation. Et là, si vous voulez, il va parler aussi du corps comme corps sexuel. Mais je vais d'abord me concentrer un peu et essayer de vous dire un certain nombre de choses autour de Surveiller et punir et de la discipline. Surveiller et punir, c'est un texte qui est assez curieux, assez dérangeant aussi, parce qu'il nous propose ce qu'on pourrait appeler une autre conception du pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que le plus souvent, quand on parle du pouvoir et des grandes philosophies du pouvoir, on entend par pouvoir l'État. C'est vrai. Quand on se demande, oui, une philosophie du pouvoir, c'est Hobbes, c'est Locke, c'est Rousseau, etc. Et c'est vrai que souvent, les grandes philosophies politiques sont en même temps des philosophies qui s'interrogent sur la naissance, la légitimité, la fonction de l'État, c'est-à-dire de l'autorité politique, ou les processus de domination étatique. Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, chez Foucault, et ce qui a marqué véritablement son temps, et ça a des répercussions encore maintenant, je trouve, dans le débat, c'est que Foucault va se donner une conception beaucoup plus large du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est beaucoup plus quelque chose qui relève de la simple interaction des individus, par exemple. Il y a pouvoir à partir du moment où quelqu'un adopte un comportement qu'il n'aurait pas spontanément adopté. Ça veut dire qu'il y a du pouvoir. Ça veut dire qu'il y a du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'adopte pas, qu'on adopte un autre comportement que celui qu'on aurait adopté? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la contrainte, ça peut être de la séduction, ça peut être parce qu'on se sent surveillé, ça peut être parce qu'on se sent contrôlé, ça peut être parce qu'on est zélé et qu'on a envie de ceci ou cela. Donc, voyez que quand Foucault parle du pouvoir, il ne va pas forcément nous parler de l'État, mais il va essayer d'examiner des mécanismes, des techniques, des processus qui ont lieu essentiellement à l'intérieur de grandes institutions comme l'école, de grandes institutions comme l'armée, ou alors ce n'est pas tout à fait des institutions, mais enfin c'est des lieux de pouvoir très importants, l'usine, etc., etc.
qui sont des lieux quand même dans lesquels on vous apprend à tenir un certain nombre de comportements. Et à l'intérieur de ces institutions, ce que Foucault va tenter de ressaisir, c'est la manière dont nos corps sont modelés, dont nos corps sont façonnés, refaçonnés et, pour aller vite, disciplinés. Et donc, qu'est-ce que c'est que la discipline ? Pour Foucault, c'est un ensemble de techniques qui apparaissent au siècle classique et qui, finalement, servent à rendre les corps dociles. C'est une certaine forme de pouvoir, la discipline. Tout à fait efficace, tout à fait impressionnante et qui marche comment ? Eh bien, qui fonctionne à la surveillance et à la sanction. Surveiller et punir. C'est-à-dire que un des moyens, si vous voulez, de vous faire adopter tel ou tel comportement, c'est par exemple de vous surveiller tout le temps et au moindre écart, eh bien, de vous imposer un certain nombre de sanctions. Ce qu'essaye de réfléchir Foucault dans Surveiller et punir, je vous avais dit que c'était un livre sur les prisons, c'est vrai, mais quand on lit, on est assez surpris parce que le problème de la prison, il apparaît seulement à la fin du livre. Auparavant, vous avez précisément un gros premier chapitre qui s'appelle Supplice, un deuxième qui s'appelle Discipline, dans lequel il n'est pas du tout question de prison. Mais la prison va apparaître, si vous voulez, pour un certain nombre de raisons stratégiques, de raisonnements stratégiques, seulement à la fin. Je reviens, qu'est-ce que c'est que la discipline ? C'est un ensemble de mécanismes de surveillance et de sanctions qui ont été élaborés, mis en place dans les écoles, les pensionnats, les usines, mais aussi les armées pour obtenir un certain nombre de comportements. Mais quand je dis un certain nombre de comportements, c'est un certain nombre de comportements tout à fait normés, standardisés. On voulait obtenir tel ou tel style de comportement. Par exemple, c'est l'époque où, je parle là du XVIIe, XVIIIe siècle, où se mettent en place des règles à l'école pour pouvoir apprendre à former les lettres d'une certaine façon, à écrire d'une certaine façon. Au même moment, dans les armées, qui sont des armées qui connaissent cette grande révolution militaire qui a été apportée par l'invention des armes à feu. Mais si vous voulez, les premières armes à feu, il fallait mettre la poudre, il fallait régler son fusil, c'était très compliqué. Alors vous imaginez toute une armée qui arrive où chacun de son côté met la poudre à un autre moment que son voisin immédiat. Non, pour obtenir un effet de choc, il fallait que tous puissent tirer au même moment et que, au moment où précisément ceux qui viennent de tirer s'accroupissent pour remettre la poudre et que les autres se lèvent et se mettent à tirer, une espèce de cycle, etc. Il fallait qu'ils puissent faire ça de manière automatique, cohérente, complètement réglée. Il fallait fabriquer des automates. Et de la même manière, si vous voulez, quand se constituent des grands ateliers, des grandes usines, il fallait que les gestes des ouvriers soient tout à fait coordonnés, harmonisés. Je veux dire, au bout de la chaîne, vous avez les temps modernes de Charlie Chaplin. C'est ça, si vous voulez, ce que produit la discipline. Cette standardisation des comportements, etc. C'est le moment où, dans l'école, on va fixer des niveaux, des classes de niveaux, un certain nombre, alors que auparavant, vous aviez un maître avec des groupes plus ou moins hétérogènes et le maître passait d'un individu à l'autre. Mais là, non, il faut de l'efficacité, il faut de la discipline. Et tout ça, ça demande des techniques. Ça demande des techniques très fines dans lesquelles votre corps, évidemment, il va être investi. Mais votre corps
pas comme unité globale, pas comme substance étendue, dirait Descartes, mais le corps comme, pas même comme organisme, mais comme un ensemble de fonctionnalités, de gestes qu'on peut apprendre à régler, etc. Et ce que décrit, c'est pour ça que c'est sans doute un des grands livres sur le corps, Michel Foucault, dans le chapitre Discipline de surveiller et punir, c'est la mise en place de cette science du corps fonctionnel. Et si vous voulez, c'est un nouveau... Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que c'est un nouveau pouvoir ? Foucault a l'habitude d'opposer deux grands styles de pouvoir, je vous en donne les énoncés comme ça, qu'il appelle d'une part le pouvoir de souveraineté et le pouvoir de discipline. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de souveraineté ? C'est la manière dont un certain pouvoir va affirmer sa domination en marquant un corps. Quand je dis en le marquant, c'est en imprimant de manière violente et spectaculaire sa marque sur le corps. Voilà. Quand je parle du supplice de Damien en place publique, le pouvoir montre sa supériorité en écrasant, en mutilant, en étirant démesurément ce corps. C'est comme ça qu'il affirme sa puissance. À l'opposé, dans la discipline, vous avez quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus sournois aussi, de beaucoup plus continu, où on va obtenir de tel ou tel des comportements. Alors, il faut bien voir que, parce qu'on peut se poser la question, mais au fond, à quoi bon ? D'où vient cette entreprise démesurée qui consiste à faire de nos corps un réservoir de comportements normés, normalisés. Il faut bien voir que vous avez chez Michel Foucault un lien tout à fait fort et serré entre l'idée de discipline et l'idée de normalisation, rendre les gens normaux, c'est-à-dire qu'ils aient un certain nombre de comportements, et là aussi c'est très différent du pouvoir de souveraineté, où Foucault dit c'est très différent de la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis que c'est très différent de la loi ? Je vous le donne seulement comme indication parce que ça ne fait pas partie de notre sujet, mais c'est pour, si vous voulez, que vous ayez ça en tête pour saisir la spécificité de la norme. Au niveau juridique, vous êtes d'accord que juridiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas chez Foucault, le juridique et l'instance de la loi, c'est à peu près la même chose. Eh bien, juridiquement, vous êtes père, je prends cet exemple où vous n'êtes pas père, c'est une dénomination juridique. D'ailleurs, vous pouvez être déchu de votre autorité parentale. Ça veut dire que vous n'êtes plus père. Alors, bien sûr, vous êtes le père biologique de tel ou tel, sauf qu'aux yeux de la loi, vous n'êtes plus père. Parce que c'est un statut, d'accord ? De la même manière que vous êtes, mettons, élève ici, c'est statutaire. D'accord ? C'est statutaire, ça suppose d'un processus d'inscription, de sélection, enfin j'en sais trop rien, mais c'est statutaire, ce sont des définitions statutaires. Après, le problème peut se poser, qu'est-ce que c'est qu'être un bon père, ou un meilleur père, ou un père normal ? Alors là, c'est autre chose, c'est pas la loi qui le dit. Un père normal, c'est un père qui a ce style-là de comportement avec ses enfants, etc. Un élève normal, c'est un élève qui a ce style de comportement. Vous sentez la différence entre la norme et la loi ? La loi, elle va poser des statuts. La norme, elle va imprimer à nos existences cette espèce de pression quand même, d'interrogation qui est jusqu'à quel point est-ce que je suis tout à fait normal, jusqu'à quel point est-ce que je suis un élève normal, j'ai une sexualité normale. Voilà, toutes ces questions autour de notre normalité, elles apparaissent dans le sillage, si vous voulez, de ce pouvoir qui s'appelle la discipline, qui est un pouvoir de normalisation. Bon. Je reviens à ma question qui était, mais au fond, à quoi ça sert ? Pourquoi cette discipline, etc. Et là, Foucault, c'est vrai qu'il a une réponse.
il a une réponse, ça peut paraître assez surprenant, mais au fond, il dit en écrivant Surveiller et punir, c'est peut-être le complément du Capital de Marx que je suis en train d'écrire. On se dit, mais enfin, quel rapport Marx, le Capital, oui, c'est la manière dont des processus capitalistiques se sont mis en place. Et Foucault dit, mais c'est très simple. Quand vous lisez Marx, le Capital, c'est la démonstration, ou plutôt l'étude de la transformation d'une force de travail en force de production. D'accord ? Bon. Or, le problème, c'est qu'il existe, avant la force de travail, une force de vie qui est représentée par le corps. Et qu'est-ce que j'étudie à travers la discipline et Surveiller et punir ? C'est la transformation de la force de vie en force de travail. Parce qu'il faut pouvoir faire des ouvriers qui se lèvent le matin à la même heure, qui travaillent, qui aient une vie suffisamment réglée, régulée, pour pouvoir être tout à fait performatifs au moment où ils travaillent. Vous sentez, dans ce que j'essaye de vous montrer là, j'essaye de dire que dans l'idée de discipline, il y a l'idée qu'on va extraire du corps de l'utilité. Ça sert à ça, la discipline. Ça sert à extraire de l'utilité du corps. Bon. Et donc, vous avez toute cette généalogie, cette histoire du corps travaillant dans Surveiller et punir. Et c'est seulement après que vient le problème de la prison, sur lequel on pourra revenir après, mais qui est précédé, si vous voulez, par... Alors, comment précéder ? Je vous donne la solution en deux phrases pour dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on se met à parler de prison à la fin, alors qu'on a parlé de discipline, de toutes ces techniques de dressage, d'orthopédie, de correction, de mini-sanctions, etc. C'est parce que la prison est par excellence un laboratoire disciplinaire. C'est un lieu où on est surveillé, où on considère qu'il va falloir changer les comportements, etc. C'est une utopie disciplinaire, la prison. D'accord ? C'est une utopie disciplinaire. Bon. Alors, je vais indiquer maintenant, je vais parler avec la volonté de vérité. On est toujours, en fait, je ne sais pas si je suis lent ou paresseux, mais sans doute des deux, mais il est 20h50, j'ai à peine fait, mais ça fait rien, je m'arrêterai quand vous serez fatigué ou quand je serai fatigué, et puis je vous donnerai des indications de lecture. Mais est-ce qu'au niveau du rythme, ça va, là, ça vous va ? Bon. Donc, corps sexuel, maintenant, je prends cet ouvrage qui s'appelle « La volonté de savoir », où il est question, ça c'est un concept très important chez Michel Foucault, de biopolitique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme, la biopolitique, c'est-à-dire le moment... Qu'est-ce que c'est que la biopolitique ? C'est cette politique qui va considérer en nous l'aspect vivant, vital, biologique de notre individualité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que, évidemment, que nous sommes chacun des individus caractérisés avec des noms, avec des histoires, avec des psychologies différentes, mais nous sommes aussi, et nous appartenons à l'espèce humaine, c'est-à-dire à une espèce vivante. Et le fait que nous soyons des corps biologiquement déterminés fait que nous sommes traversés par des phénomènes comme la maladie, comme la mort ou la reproduction. Je m'excuse de mettre les trois sur le même plan, même si ça si vous voulez, il y a quand même des différences. Mais de fait, quand nous nous reproduisons, quand nous tombons malades, c'est en vertu d'un certain nombre de caractéristiques de notre corps biologique, ce n'est pas notre existence psychologique. La biopolitique, c'est le moment où l'État va prendre en compte ces déterminations pour précisément imposer, par exemple, des politiques des naissances. Quand l'État se pose la question de combien faut-il d'enfants pour qu'un État soit le plus prospère et le plus... j'avais un autre adjectif ou le plus florissant, voilà, par famille.
Donc on va dire il faut des politiques de régulation des naissances par encouragement ou autre, etc. Comment, autre chose, comment définir à l'intérieur des villes précisément un certain nombre de règles d'hygiène, de circulation, de telle sorte qu'on puisse enrayer des épidémies. La biopolitique, c'est la prise en compte par l'État de ces cibles-là, de ces objectifs-là, dans lesquels nous sommes, nous, considérés pas comme des sujets politiques, ni même comme des sujets croyants, etc., mais seulement comme des sujets biologiquement marqués. Bon. Donc, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans ce second livre qui s'appelle précisément La volonté de savoir, il y a une formule fameuse que vous pouvez retenir parce qu'elle est assez parlante. Tu vas peut-être m'aider si elle me tombe un peu des lèvres. Le pouvoir de souveraineté, c'est faire mourir et laisser vivre. La discipline et le pouvoir moderne, c'est faire vivre et laisser mourir. C'est ça, la biopolitique. C'est-à-dire que l'État va se donner comme objectif le faire vivre. Et c'est d'ailleurs au même moment, c'est pour ça que Foucault peut écrire « faire vivre » et « laisser mourir », c'est à peu près au même moment où se délitent toutes les cérémonies qui avaient pris tellement d'importance et qui avaient une telle importance qui étaient les cérémonies de rituels autour de la mort, où la mort était considérée comme une cérémonie politique. Maintenant, dit Foucault, de plus en plus, la mort, elle est complètement écartée, on ne veut pas la voir, c'est une espèce de terminaison de la vie, mais enfin, c'est plus ça n'existe plus. Ce qui existe, c'est le faire vivre, et c'est ça la biopolitique. Alors qu'autrefois, qu'est-ce que c'était qu'un pouvoir ? Comme pouvoir de souveraineté, comme pouvoir de la loi intransigeant, c'est celui qui disait « toi, tu dois aller te battre, je te fais mourir pour le salut de la patrie, etc. » On fait mourir, d'accord ? Ou on punit à mort, etc. Mais après, la manière dont les gens vivaient, le nombre d'enfants qu'ils avaient, etc., tout ça était laissé dans une espèce de flou. On laisse vivre, mais on fait mourir. C'est comme ça que le pouvoir se marque. Le nouveau pouvoir dans la modernité, c'est l'inversion. Il fait vivre et il laisse mourir. Alors, j'essaye, parce que j'avais 30 pages, je suis à la page 9, et comme je ne veux pas me coucher, et vous non plus, à 11h du soir, je vais faire 2-3 petites accélérations. Je voulais quand même, à propos de ce corps sexuel, vous faire sentir ce que Foucault essaye de comprendre avec l'idée de chair. Et quand je dis de chair, c'est dans un sens presque chrétien, ce qu'a pu signifier dans la doctrine chrétienne la chair, quand on parle d'un péché de chair, par exemple. D'accord ? Et comment est-ce qu'il y a eu un certain nombre de techniques chrétiennes qui étaient des techniques de confession, qui étaient des techniques de pénitence tout à fait précises, qui ont donné naissance précisément à ce nouveau corps qui est un corps, le corps de la chair. Bon. Alors je vais vous raconter cette histoire ou pour vous faire sentir, si vous voulez, ce que Foucault veut mettre en place, puisque on est bien dans l'idée qu'il n'y a pas de sexualité, mais il y a des processus de sexualisation. Et là, on se dit, mais comment est-ce qu'on va sexualiser le corps des individus ? Comment est-ce que cette idée de chair va précisément prendre forme dans notre culture ? Alors Foucault, pour essayer de déterminer ça,
il interroge, là aussi, il interroge les manuels des confesseurs. C'est-à-dire, il se pose la question de comment et quelles questions on posait assez précises, quelles questions le prêtre devait poser et pose de plus en plus quand la confession devient quelque chose d'obligatoire qu'il faut faire régulièrement à ces sujets. Et il montre qu'à une certaine époque, qui a duré quand même assez longtemps, la question c'était comment, c'est-à-dire quel est l'acte sexuel que tu as fait, avec qui, peut-être même avec quel moment, mais ce qui était important, c'était le statut des personnes. Est-ce qu'il était marié? Est-ce que, voilà, est-ce que... c'était vraiment une analyse de l'acte sexuel selon sa forme, et à partir de là, on avait un catalogue qui faisait qu'on allait faire correspondre telle ou telle sanction à tel ou tel, à tel ou tel acte illicite, etc. Bon, donc la question, qu'as-tu fait et avec qui? Et puis, peu à peu, tout au long, alors ça se forme tout au long du XVIIe siècle, on a une grille de lecture qui est plus du tout la même, mais où on va rentrer, si vous voulez, dans le... J'allais presque dire dans l'intimité psychique, mais en même temps c'est très corporel des personnes, en leur demandant, mais au fond, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu désirais, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer l'espèce de pli de désir et de plaisir de chacun, d'accord, plutôt qu'un acte codifié juridiquement, et de cette manière, par ces interrogatoires qui deviennent de plus en plus intimes, de plus en plus précis, où quelque chose comme des plaisirs qui peuvent apparaître comme tout à fait diffus, eh bien, peuvent être soudain stigmatisés, quelque chose apparaît comme étant précisément la chair. C'est-à-dire, alors je vous demande de réfléchir à cette idée, mais l'idée de Foucault, c'est de dire que ces interrogatoires, que ces questionnements, évidemment qu'ils vont susciter des émotions, des frissons, etc., puisque en supposant, j'allais dire, des espèces de sensualité là où les personnes auparavant, eh bien oui, ne considéraient pas que c'était le sujet, ça fait naître pour Foucault eh bien, ce nouveau corps qui est le corps de la chair, où je m'interroge sur mes impressions, etc. Voilà. Bon. Alors, tout ça, je laisse passer. Ce que je vous demande de retenir quand même, parce que c'est quand même important, c'est l'idée qu'il y a même une historicité de notre corps dans son rapport au plaisir et au désir. Voyez, la manière dont notre corps ressent des plaisirs, des désirs, etc., tout cela est très largement informé par des déterminations sociales, culturelles, et la manière dont des techniques nous traversent. Je vais prendre un troisième exemple, toujours dans cette idée d'un descriptif, c'est-à-dire pas des corps en bataille, mais des corps qui sont produits. Et le troisième exemple, c'est ce que j'appelle le corps du sage. Bon. Alors, dans la dernière période de son existence, Foucault a travaillé, si vous voulez, l'œuvre de Foucault, elle s'étend, c'est assez court, elle s'étend sur 25 ans, mais c'est relativement précis. Vous avez toutes les années 60 qui sont une interrogation sur les sciences humaines, sur la manière dont les sciences humaines apparaissent. Et vous avez Naissance de la clinique qui est là-dedans, et autour du problème du savoir, de ce que c'est qu'un savoir. Vous avez les années 70 qui tournent beaucoup plus autour du problème du pouvoir. Et puis, vous avez les années 80. Hein, quand je dis années 80, c'est, mettons, 79, 84, puisqu'il meurt en 84, et qui sont beaucoup plus consacrés à ce qu'il appelle les pratiques de subjectivation, les techniques de soi. Alors, je vais essayer aussi de
reprendre avec vous cette dénomination, parce que comme ça peut sembler des termes relativement ésotériques. Vous savez peut-être qu'il existe ou il existerait deux grandes, tout ça est très grossier, mais je le dis très vite, deux grandes déterminations de la philosophie. On peut considérer premièrement que la philosophie est un système de connaissances plus ou moins démonstrativement établi, et que ce qu'on appelle la philosophie, ce sont un ensemble de grands textes, et il y a la philosophie de Platon, la philosophie d'Aristote, la philosophie de ceci. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est un corps de textes. Enfin, que je dis un corps au sens corpus, là évidemment, hein, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qu'il faut plus ou moins s'approprier. Dans ces années-là, les années 80, Michel Foucault, avec l'aide peut-être, parce que c'est un auteur qui lisait pas mal de Pierre Hadot, je ne sais pas si vous connaissez son petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», propose finalement l'idée que la philosophie, ça a pu représenter autre chose dans l'histoire, et particulièrement dans l'Antiquité grecque et romaine, c'est-à-dire une forme de sagesse, un mode de vie, un certain bios, qu'on appelait le bios philosophikos. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est d'abord une certaine manière de vivre, un certain mode de vie qui, pour s'accomplir, pour se déterminer, s'aide d'un certain nombre de techniques. Alors là, c'est plus du tout des techniques de pouvoir, si vous voulez. Ce sont des techniques par lesquelles, eh bien précisément, j'imprime à mon existence une certaine forme, je lui donne une certaine régularité, je lui impose même un certain ordre, un certain cosmos, de telle manière que je vis philosophiquement. Bon. Et d'une certaine manière, il dit, prenez les stoïciens par exemple, il s'appuie surtout sur ce qu'on appelle la philosophie hellénistique et romaine, c'est-à-dire celle qui vient après Platon et Aristote, les stoïciens, les épicuriens, les sceptiques, les cyniques. Et d'ailleurs, ce sont justement, vous le remarquerez, des courants philosophiques qui ont un sens aussi très courant. Être épicurien, c'est avoir une certaine manière de vivre. Rester stoïque, c'est aussi un certain ethos. Être cynique aussi, mais enfin le sens a complètement changé. Je veux dire par là, c'est que Foucault considère que la philosophie, c'est aussi un ensemble proposé de techniques qui sont des techniques par lesquelles on se forge soi-même, on se construit, on travaille sur soi, mais c'est pas du tout. Alors c'est ça qui est intéressant. Hein, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout de la psychologie. Parce que vous allez me dire, mais enfin le travail sur soi, c'est de la psychologie, c'est de se poser la question de son enfance, de ses parents, comment j'ai vécu ça. Non, c'est pas du tout ça. Ce sont des exercices dans lesquels, par exemple, on se donne des règles d'existence. Vous avez des innombrables traités de la colère. Comment ne pas se mettre en colère, ou moins se mettre en colère, quel exercice se donner, etc. Essayer de se mettre en colère seulement une fois toutes les semaines, et ensuite tous les 15 jours, etc. Mais vous avez d'innombrables autres exercices, hein. C'est-à-dire que, par exemple, l'exercice de l'incorporation des logoi, et c'est là que j'en viens au problème du corps. Parce que dans ces techniques de soi, le corps va être un partenaire évidemment privilégié. Même si, et il faut bien le remarquer, mais même si on a très très peu, à part peut-être pour les pythagoriciens, mais on n'en sait trop rien. On a très très peu d'exercices directement corporels, comme vous en trouvez dans les sagesses orientales, où vous avez des techniques de respiration, etc. Là, c'est beaucoup plus près de, par exemple, les techniques que vous trouvez en sophrologie, etc. Hein, ce sont beaucoup plus des techniques mentales par lesquelles on tente de maîtriser ces émotions, de pouvoir mettre une distance entre nous et ce qui arrive pour pouvoir choisir la bonne solution et agir correctement, etc. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que précisément dans ces techniques de soi,
il s'agit de dire que la philosophie témoigne, comment dire, que le vrai témoin de la philosophie et de l'authenticité de la philosophie, c'est précisément le corps du sage. Quand je dis le corps du sage, c'est pas son organisme, mais c'est le corps au sens précisément de son bios, un corps qui ne connaît plus la peur, un corps et ça c'est quelque chose qu'on trouve, par exemple, vous avez, je cite seulement ça, une lettre de Sénèque qui dit « J'aimerais te laisser voir mes pensées plutôt que les traduire en langage. Si c'était possible, écrit Sénèque, j'aimerais ostendere quam loquim alem. J'aimerais te montrer mes pensées et pas seulement te les exposer. » Alors ça veut dire quoi, montrer les pensées? C'est-à-dire, regarde comment je vis, regarde comment mon bios, à travers mon corps, réalise la sagesse. C'est ça, effectivement, qu'il faut suivre, d'accord? Et au fond, vous pouvez faire des grandes dissertations sur le courage. Si votre corps ressent la peur, ça ne sert à rien. Je vous rappelle, et c'est juste un rappel pour toute cette petite méditation sur le corps du sage. Puis après, je vais passer directement au cynique, parce que ça va me faire une bonne transition. Je vous rappelle ce petit dialogue de Platon qui s'appelle le Laquès. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Vous pouvez lire le début essentiellement, parce que le début est très intéressant. C'est un dialogue sur le courage. Et Socrate s'adresse à deux généraux pour leur demander qu'est-ce que c'est que... Non, d'ailleurs, ce n'est pas Socrate qui s'adresse à deux généraux, c'est deux généraux qui s'adressent à Socrate. Bon. En tout cas, un des deux généraux, précisément Laquès, dit « Eh bien, Socrate, je suis prêt à répondre à tes questions, parce que Socrate veut à son tour l'interroger. Pourquoi ? Parce que pour moi, tu es le musicien idéal. » On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici, cette affaire de musique ? Tu es le musicien idéal parce que précisément l'harmonie, toi, tu ne l'as pas instaurée entre les cordes de ta lyre, mais entre tes actes et tes paroles. C'est-à-dire que dans la matérialité de ton existence et de ton corps, tu as fait vivre ces logoi, ces énoncés et ces principes, et c'est pourquoi je te reconnais véritablement comme sage. Parce que tu n'as pas seulement tenu des discours de sagesse, fait savoir de grandes vérités sur le monde, la société, etc., mais que tu as incarné ces principes. Bon. Alors, comme j'ai très peu de temps, parce que je ne veux pas non plus, il faut qu'il y ait place à des questions. On avait commencé à écart, donc je parle une dizaine de minutes encore, non? Ça te va? Oui. Comme je veux. Il ne faut pas me dire ça, parce que je me laisse entraîner par... Donc, ce que je voulais vous indiquer, c'est que ce que j'ai essayé de décrire, d'abord, c'est des processus de production des corps. Production d'un corps discipliné, production d'un corps sensuel à travers les techniques de confession, et puis autoproduction du corps du sage. Bon. Et ce que je vais essayer de montrer maintenant, en reprenant là aussi un exemple, je passe de la page 14 à la page 29, et puis tant pis pour les hystériques et les possédés, on en parlera peut-être si vous voulez, je passe au problème du cynisme, parce que il me semble, alors ça je vous demande, si vous voulez vraiment, je trouve que pour votre sujet, allez relire ou lire le dernier cours que Michel Foucault donne au Collège de France, qui s'appelle « Le courage de la vérité ». Je dis que c'est le dernier parce qu'il meurt peu de temps après. Et d'ailleurs,
on sent bien je ne dis pas qu'il sait qu'il va mourir, mais enfin, il fait un cours sur l'apologie de Socrate et il finit en disant, au moins j'aurais fait un cours sur l'apologie de Socrate, mon âme est sauvée, de manière ironique et tout, mais enfin bon, il y a lui seulement qui pouvait comprendre cette ironie, et il fait une série de leçons. Alors c'est un gros volume, enfin c'est pas un gros volume, mais vous avez 300 pages qui s'appelle Le courage de la vérité, mais vous avez seulement 2 ou 3 leçons sur les cyniques, et qui donnent à penser, j'allais dire, le corps comme lieu de résistance, explosion et subversion même de la philosophie. Et ça, il fait ça à travers l'exemple des cyniques. Alors, ce qu'on appelle les cyniques, c'est une école de philosophie. Alors, ça provient c'est l'école du chien, c'est kunos en grec, donc c'est lié à ce terme de chien. Ce sont les chiens de la philosophie qui aboient et qui mordent, qui aboient, qui mettent en garde et qui mordent à la vérité, parce que la vérité est la pire des morsures qu'on peut recevoir et en même temps la morsure la plus salvatrice. Des cyniques, en fait, ce courant philosophique très très marginal que Foucault étudie, et c'est la dernière méditation de son existence en 1984, on sait à peu près rien, d'abord parce qu'ils n'ont laissé aucun texte. Enfin, s'il y a les lettres de Cratès, mais ce qu'on sait surtout, ce sont des histoires qui nous sont racontées sur les cyniques, dont les plus fameuses et peut-être les plus oiseuses, c'est évidemment Diogène qui se masturbe en public, etc. C'est ça. Enfin, ça ne se réduit pas à ça, évidemment. Le cynisme ne se réduit pas à une masturbation en public, etc. Il y a bien autre chose. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que la philosophie, c'est d'abord un certain nombre de gestes. Il y a une dramatique de la philosophie. Et la véritable épreuve des cyniques, c'est pas est-ce que tu es prêt à penser aussi loin que moi. Quand on lit Heidegger, Spinoza, Hegel, on se dit est-ce que je vais pouvoir arriver à penser aussi loin? La provocation des cyniques, c'est est-ce que tu parviendrais à vivre comme je vis? Pourquoi est-ce que le corps, cette dimension du corps est si décisive chez les cyniques? D'abord parce que ce sont des philosophes qui se laissaient reconnaître avant tout par leur apparence corporelle. Qu'est-ce que c'est qu'un cynique? C'est un nomade qui va de ville en ville portant une besace avec 3 maigres affaires, une pelisse qui lui sert à la fois de manteau et de couverture, la barbe un peu crasseuse quand même, les cheveux longs, un bâton qui lui sert à avancer et à marcher longtemps. Et puis, disent les textes, le cynique se laisse reconnaître aussi par un certain usage du langage qu'on appelle la parésia. Et la parésia, c'est un terme grec qui s'écrit très simplement P-A-2-R-E-S-I-A, parésia, avec un circonflexe puisque c'est un état en grec. La parésia, c'est le tout dire, c'est-à-dire que je prends le risque de vous énoncer vos 4 vérités sans avoir peur et en étant prêt même à prendre le risque de susciter votre colère, etc. Il faut bien voir qu'à cette époque, il n'y avait ni la télévision et encore moins Internet, mais je peux vous dire que quand un cynique arrivait en ville, on savait qu'il allait y avoir du spectacle parce qu'il allait y avoir de l'invective, etc., et qu'il allait remettre en cause de manière violente les préjugés, les conventions sociales. Mais tout ça à partir de quoi? À partir de son lieu, à savoir de son existence sans concession, intransigeante, etc. C'est-à-dire de ce qu'on appelle en grec l'askésis, qui a donné ascèse, c'est-à-dire cette espèce d'exercice sur soi par lequel le cynique pose à chaque fois la question à son corps: de quoi as-tu vraiment besoin?
Je vous donne un exemple, si vous voulez, une espèce de figuration comme ça. Quand vous lisez les méditations de Descartes, vous savez très bien, vous avez tout le début sur l'exercice du doute qui consiste à dire est-ce que est-ce que ces chaises que je vois au loin sont vraiment vertes? Après tout, je me suis souvent laissé tromper par mes perceptions. Il se peut que je m'aperçoive qu'elles sont bleues, que c'est un effet d'éclairage, et puis je peux continuer. Est-ce que vous êtes vraiment là? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver, etc. Bon, de quoi est-ce qu'on est vraiment sûr? Et donc, vous savez bien que Descartes passe à espèce de rap de son doute radical, métaphysique, hyperbolique, toutes ces pensées afin de pouvoir parvenir à une pensée vraie, qui sera le cogito, je pense, je suis dans les méditations, etc. Chez les cyniques, ça se passe autrement. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas adressée aux pensées, aux représentations, elle est adressée à la vie elle-même. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour vivre et pour bien vivre? Je donne ici un exemple fameux qui est rapporté, qui fait partie de ces fameux gestes des cyniques. Diogène aperçoit au bord d'une fontaine un jeune enfant qui boit de l'eau et se sert des deux paumes de ses mains pour précisément y permettre au précieux liquide de pouvoir couler, et ensuite il boit à même ses paumes. Diogène le regarde, arrêté, stupéfait, et il dit « Ça y est, tu as trouvé plus fort que toi ». Rageusement, il prend sa besace où il n'y avait pas grand-chose, il restait quand même, entre autres, une espèce de petit gobelet en bois dont il se servait pour boire, et il le jette en disant « Enfin, je me suis allégé de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un gobelet en bois? Qu'est-ce que j'ai besoin ?» D'accord? Vous voyez, c'est cette manière dont on va s'adresser au bios lui-même pour lui dire « Mais au fond, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ?» Ça, c'est le geste cynique, qui suppose tout un travail du corps. Alors les cyniques, la manière dont ils sont représentés dans la philosophie antique, c'est quand même des personnages avec une santé resplendissante, etc., prêts à tout affronter, le froid, la pluie, la chaleur, etc., mais avec ce que Rimbaud appellerait une vigueur tout à fait étonnante. Parce que vous avez chez les cyniques l'idée que ce qu'il faut rechercher, c'est pas l'essentiel, c'est ce qu'ils appellent l'élémentaire, c'est-à-dire la source d'énergie la plus forte, et il faut que et pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas? Parce que les vraies démonstrations sont des démonstrations corporelles. Alors je vous donne ici, mais très vite, et après il est 20, donc après... J'allais dire je me tais ou je m'arrête, parce que si vous avez des questions, il faudra bien que je vous réponde quand même. J'essaye de vous montrer, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, comment est-ce que pour les cyniques vont faire de leur corps le théâtre même de la vérité, l'élément de dramatisation de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la subversion cynique? Vous avez ces grands discours dans la philosophie qui consistent à dire le vrai, il faut que je retrouve ça pour pouvoir à peu près vous parler correctement. Une seconde. Oui, voilà. Qu'est-ce qui est vrai? Quels sont les grands critères de la vérité? Il y en a 4. La transparence d'abord. Ce qui est vrai, c'est ce qui est transparent, c'est-à-dire ce qui n'a pas besoin de se cacher. D'accord ? Ce qui est vrai, c'est, si vous voulez, les hommes qu'on va appeler les hommes faux, ce sont des gens qui dissimulent, qui sont hypocrites, etc. Un des critères de la vérité, c'est cette exigence de transparence. Les cyniques disent, oui, c'est vrai, d'ailleurs, moi je fais tout en public, moi j'ai rien à cacher.
Moi, ma vie, elle est vraie, aletinos bios. Moi, j'ai une vie vraie, mais pourquoi vous vous cachez? Non, moi, je me masturbe en public, je fais l'amour en public, c'est kratès et hyparchia, je mange en public, ce qui, semblait-il, pour les Grecs, était même un peu quand même... voilà, mais pas parce que j'ai rien à cacher. Vous voyez, c'est ça la subversion. On prend à la lettre, sauf qu'on n'applique ça pas au discours, il faut être transparent, on en fait un élément de son bios, de sa vie, et on retourne ça en provocation. D'accord? Donc la deuxième idée, ce qui est vrai, c'est ce qui est pur, ce qui est sans mélange. Vous comprenez? Ce qui est sans mélange, ce qui n'est pas altéré par autre chose. D'accord? Et le cynique dit, oui, moi j'ai une vie pure. J'ai une vie pure parce que la règle de la pureté, je l'adresse à ma vie. J'ai pas besoin de maison, hein. Je vis sans maison, j'ai pas besoin de ceci, de cela. J'ai une vie véritablement pure. C'est-à-dire qu'ils font, et ça c'est quelque chose de très important qui sera repris bien après par les franciscains, ils font de la pauvreté le choix d'une volonté radicale et un élément de provocation. Ils font apparaître le dénuement, la pauvreté, non pas comme problème économique, etc. Alors, je veux dire, c'est à la fois très étonnant et très dérangeant, mais un élément éthique à partir duquel on peut vraiment parler et dire la vérité. D'accord? Parce que j'ai rien à... Je peux vous dire la vérité parce que j'ai rien à conserver, j'ai rien à garder, etc. Et ma pauvreté me sert, mon dénuement me sert précisément de refuge. Et je dénonce tous les esclaves de la bien-pensance, tous ceux qui sont asservis à la commodité, à l'opinion, etc., etc. Troisième critère de la vérité, c'est ce qu'on appelle la rectitude. Est vrai ce qui est conforme à la nature. D'accord. Les cyniques disent banco, ok, moi je vais vivre naturellement. Alors comment est-ce qu'on vit naturellement? Je regarde un peu autour de moi comment font les chiens, comment font les poulpes, comment font les escargots, etc. Et je vis de la même manière. C'est-à-dire que là aussi vous avez cette espèce de provocation consiste à dire, mais vous les philosophes, quand vous parlez de nature, vous vous faites comme ça une idée, ah oui c'est naturel, c'est la nature, mais une idée très polie, très lisse. Là, ils font de la nature et du naturel un élément de provocation. La nature, c'est ce qui est cru et ce qui permet de dénoncer l'artifice social, la tromperie permanente, etc. Et enfin, le dernier critère de la vérité, c'était, j'allais dire, l'autosuffisance. Ce qui est vrai, c'est ce qui tient en soi, ce qui est souverain, etc. Et les cyniques, et je m'arrêterai... non, je ne m'arrêterai pas là, parce qu'il faut quand même que je relie ça au corps. Les cyniques font... Si vous voulez, il y a l'affirmation chez les cyniques qu'ils sont, eux, les seuls vrais rois. Ce sont les vrais rois du monde. D'où l'entretien avec Alexandre, le roi des rois, où Diogène commence par le traiter de bâtard, et puis ensuite, enfin, lui dit ôte-toi de mon soleil, il le traite de bâtard, et ensuite il lui explique que le vrai roi, c'est lui. Il lui dit, mais enfin, je te vois, Alexandre, t'as besoin de toute cette armée pour te défendre, mais enfin, t'es vraiment, non, moi j'ai besoin de rien, je suis plus roi que toi. Je suis beaucoup plus souverain, beaucoup plus fort que toi. D'accord. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Je finis là-dessus parce que vous voyez que le cynisme, c'est cette philosophie par laquelle on va tenter d'imprimer au corps même, à son corps même, des éléments de vérité et que ça va devenir une provocation. Les cyniques font de leur corps un élément de provocation et de remise en cause radicale de toutes les conventions établies, des discours bien pensants, etc. Voilà. Là, véritablement, je m'arrête et je vous remercie pour votre patience. Et pour vos applaudissements aussi. Bien. Alors, quelqu'un peut-il poser la première question, peut-être ?
Je voulais savoir si tout ce qu'on vient de voir sur le corps du sage, c'était là-dedans qu'elle est puisée quand on parle du mythe du bon sauvage. Est-ce que c'est là-dedans qu'on va puiser ou est-ce que... Non, je pense pas. Je pense pas. Je vais répondre à votre question qui est intéressante. Qui est intéressante, mais très, très difficile. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est intéressante et difficile? Parce que dans l'idée du bon sauvage, vous avez l'idée d'une existence harmonieuse, vous êtes d'accord, hein, c'est le mythe du bon sauvage. Enfin, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est Rousseau, le début du discours de l'inégalité parmi les hommes. Je ne sais pas si c'est votre référence à vous aussi, mais c'est-à-dire l'idée finalement d'une existence harmonieuse, en accord avec la nature, traversée par une certaine sérénité qui n'est pas du tout prise par la chaotique, le chaos que va apporter la société. Mais au fond, cette existence, elle est donnée à elle-même. Dans l'idée du sage, vous pouvez retrouver la même idée d'harmonie, de sérénité, d'apaisement, mais comme résultat d'une construction. Comme résultat d'une construction intérieure qui précisément parvient à tenir bon au milieu même des grandes vicissitudes du monde, de la société, etc. Donc, vous voyez, la différence, c'est que dans cette construction de l'harmonie, enfin dans cette harmonie est le résultat d'une construction d'un certain nombre de techniques, et pour autant, c'est pour ça que je dis que votre question est compliquée, pour autant, c'est pas complètement artificiel. C'est-à-dire, quand je dis que c'est pas artificiel, c'est que c'est pas parce que c'est construit que c'est quelque chose qui ne tient pas dans l'être. Ce que je veux dire par là, c'est essayer de comprendre la formule de Sénèque. Je résume, hein, je ne sais pas s'il dit exactement des choses comme ça, qui serait quelque chose comme « deviens toi-même, même si ce toi-même n'a jamais existé ». Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est à la fois de la construction, je vais essayer précisément de revenir à ma nature, mais cette nature, elle n'a peut-être jamais existé. Et ça ne fait rien, c'est quand même un projet d'existence. Donc vous voyez, il y a vraiment une tension. Donc ce n'est pas le bon sauvage au sens où ce n'est pas ce qui est donné avant la société, etc. C'est la vie du sage, elle se construit, oui, elle se construit. Et ensuite, évidemment, vous avez l'idée que ça sert de modèle, hein, ça sert de modèle. Et bon, les grands sages, Épicure, Sénèque, c'était des espèces de figures qui étaient des phares pour nous permettre de nous guider dans le marais de l'existence. Une autre question ? Vous aviez parlé à un moment de Marx, en faisant un rapprochement entre Marx et Foucault. Ouais. Et je me demandais, par rapport au statut des œuvres de Foucault, parce que Marx, il a notamment des écrits politiques, Ouais. alors que de la lecture de Foucault, on n'a pas tellement l'impression d'un jugement qui est émis, en fait. Ouais. Donc je me demandais si la dimension critique chez Foucault se résumerait pas à... Enfin, je crois que c'était l'introduction à l'usage des plaisirs, dans lequel il dit que sa motivation, c'est la curiosité, en tant qu'elle lui permet de se déplacer. Ouais. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que toute l'ambition de Foucault, ce serait, à travers justement une démarche en partie historique, de permettre à son lecteur d'avoir un regard nouveau sur sa propre pensée ? Oui. Alors, il y a deux ou trois choses dans votre question. D'abord, je pense qu'il faudrait distinguer Marx et le marxisme, de la même manière que dans le rapport de Foucault à Descartes, il faut distinguer Descartes et le cartésianisme, ou même Freud et la psychanalyse, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous avez des textes qui sont assez violemment anti-marxistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien voir que Foucault, c'est un penseur des années 70, c'est-à-dire, bon, alors, ce qui veut dire un penseur de 68 et de l'après 68,
un penseur aussi, j'allais presque dire, de l'après-guerre froide, même si la guerre froide n'est pas finie en 70, mais elle finira bien plus tard, etc. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que vous aviez quand même, dans les années 40-50, avec Sartre et avec d'autres, l'idée d'une adhésion presque objective des grands intellectuels au communisme et au marxisme. Et Sartre écrit « Le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps », ce qui reposait sur une certaine représentation de l'histoire comme étant, je vais très vite, mais si vous voulez, comme étant une logique historico-matérialiste qui doit mener précisément à l'émancipation du prolétariat, c'est-à-dire de la classe perpétuellement dominée, et à une révolution qui permet ce retournement, cette révolution étant la clé d'un accomplissement quand même de l'humanité. Bon, et vous aviez, j'allais dire, ce schéma était un schéma communiste, marxiste, qui imposait une certaine ligne, une certaine direction. Il se trouve que Foucault, qui avait d'abord adhéré au Parti communiste, comme un certain nombre de ses camarades, parce qu'il était à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où, j'allais dire, dans ces années-là, c'était presque un passage obligé, on était communiste, c'était Althusser qui était à ce moment-là caïman de l'école, qui était un grand lecteur de Marx aussi. Et assez vite, la position qu'il ressent du PCF vis-à-vis de l'homosexualité, parfois parce que Foucault était un homosexuel, c'est-à-dire il pouvait y avoir dans le communisme quelque chose comme une orthodoxie morale finalement un peu normalisatrice, et puis surtout, parce que ça, si vous voulez, c'est vraiment très anecdotique, surtout il faut bien voir que dans ces années-là, 50-60, il fallait accepter l'idée que si l'URSS était quelque chose comme le ponton avancé de l'humanité, oui, il fallait accepter que les camps de Sibérie, oui, c'était un moyen pour produire l'humanité supérieure, etc., et qu'il ne fallait pas remettre en cause, un certain nombre, j'allais dire, d'événements, de phénomènes. Foucault, qui travaillait beaucoup sur la psychiatrie à l'époque, avec effarement, voyait qu'on pouvait être interné en psychiatrie quand on n'était pas d'accord politiquement, vous dire qu'on était fou, etc. Vous voyez, c'est dans l'opposition de Foucault au marxisme, il y avait d'abord un rejet peut-être d'une certaine orthodoxie marxiste, communiste qu'il gênait, parce que ça pouvait supposer qu'on justifiait des atrocités qui pouvaient être commises. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je reviens vers le texte que vous citez, qui est la préface à l'usage des plaisirs. Dans cette préface, il y a un concept qui est très important, qui est celui de transformation. Puisqu'il s'agit de dire, c'est quand même au fond, penser, si c'est penser pour acquérir plus de connaissances et capitaliser des connaissances, mais enfin, à quoi bon ? La vraie dignité de la pensée, c'est que ça sert à vous transformer, ce que vous appelez déranger les évidences, bousculer, etc. Et cette catégorie de transformation, elle est au cœur de l'œuvre de Marx, en tout cas, puisqu'il s'agit de produire aussi de la transformation. Alors après, vous allez me dire peut-être, mais c'est peut-être plus individuel, ou ça peut sembler plus individualiste comme ça chez Foucault, où c'est chacun, je me transforme moi-même, etc. C'est vrai que c'est peut-être moins épique ou héroïque que la transformation de l'humanité qui accède à la plénitude de son essence, mais je crois que ce qu'il a l'idée que la philosophie sert à transformer le monde et pas seulement à l'interpréter, c'est la thèse sur Feuerbach, je la cite mal, la dernière thèse, les philosophes jusque-là ont interprété le monde, maintenant il faut le transformer, ça c'est très foucaldien, donc là c'est beaucoup plus proche.
Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, à un moment de la conférence, vous avez mentionné l'idée de la mort qui synonyme d'une certaine libération, avec donc l'exemple de la maladie chez le cadavre. Ouais. Et je voulais savoir si Foucault abordait cette idée donc platonicienne d'un corps qui représente une sorte de prison. Alors, il y a... Là aussi, je m'excuse de faire des réponses à rallonge, mais comme c'est des questions qui sont quand même consistantes, je suis obligé de prendre un peu de temps. Il y a deux choses dans votre question. Il y a d'abord, parce que c'est quand même très curieux, cette manière dont il va... On sent, il est un peu fasciné quand même par cette idée du cadavre, etc. Et en général, on peut considérer, peut-être que c'est imbécile ce que je dis, mais ça fait rien, mais qu'il y a une certaine fascination pour Foucault par rapport à la mort, par rapport à ce que ça peut représenter, par rapport à ce que ça peut représenter comme expérience limite. Il était fasciné, par exemple, par cet exercice stoïcien, puisqu'on parlait de technique de soi, de cet exercice qui, pour nous, peut nous paraître aberrant, qui consiste chaque matin à se dire « ce soir, je suis mort ». Voilà. Fais comme si ce soir, tu étais mort et que c'était le dernier jour de ta vie. Et Foucault dit, au fond, c'est génial cet exercice, parce que à partir du moment où on se dit que vraiment nous n'avons plus que quelques heures, ça fait un sacré tri dans ce qu'on va décider de faire dans la journée, si vous voulez. Comme si, là encore, la mort, la perspective de la mort, allait être une espèce de lumière éblouissante qui allait nous permettre de départager l'inutile de ce qui est vraiment, essentiel. Donc ça, c'est pour le premier aspect de votre question. Et le deuxième, je l'ai oublié. Redites-moi, vous m'avez dit, parce que vous y avez... Oui, c'est ça, l'âme, oui, c'est... Alors là, si vous voulez, c'est très curieux pour deux choses. D'abord parce que Foucault, d'une part, il va renverser les choses. Il va dire, dans Surveiller et punir, il aura cette expression, c'est l'âme qui est la prison du corps. Aussi, moi, on ne comprend pas trop. Si vous voulez, ça veut dire quoi quand il dit c'est l'âme qui est la prison du corps? C'est-à-dire que c'est la manière dont on va façonner vos corps de telle ou telle manière qui vont produire telle âme. On va produire une âme disciplinée seulement par des exercices qui modèlent votre corps. Alors que Platon disait que le corps était la prison de l'âme, Foucault a cette expression en disant « et si on renversait les choses ». Voilà. Et puis après, pour en finir là-dessus, vous avez chez Foucault une relecture tout à fait intéressante, puisque vous parlez de Platon et de la mort de Socrate aussi, puisque c'est quelque chose, cette histoire des relations entre l'âme et le corps, elle est très importante aussi dans le Phédon. Il y a une relecture qui est tout à fait étonnante et que je vous conseille. C'est toujours dans le Courage de la vérité où il parle des cyniques, mais dans les premiers cours. Vous savez qu'il y a ces dernières paroles de Socrate qui sont « Ô Criton, nous devons un coq à Esculape ». C'est les dernières paroles de Socrate. Il dit « Ô Criton, virgule, rappelle-toi que nous devons un coq à Esculape ». Tout le monde se dit « mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? On doit un coq à Esculape, c'est-à-dire il faut sacrifier au dieu de la médecine ». Alors il y avait l'interprétation complètement, j'allais peut-être dire nihiliste, mais ça irait peut-être même dans la manière dont vous présentiez Platon, c'est le platonisme orthodoxe, qui consiste à dire « la mort nous délivre de la maladie de la vie ». Vous voyez, c'est comment on interprète cette parole de Socrate en disant, au fond, nous sommes une âme pure, ce corps n'est jamais qu'une espèce de masse encombrante et altérante. Enfin, quand nous mourrons, nous guérissons de cette maladie qu'est le corps. Bon. Ça, j'allais dire, c'est peut-être une des interprétations les plus courantes.
Et Nietzsche, là-dessus, enchaîne en disant « Ah oui, dans le Gai Savoir, il dit « Ça y est, Socrate, enfin, tu t'es révélé, tu n'es jamais qu'un méchant petit nihiliste. Et il a fallu que tu attendes la fin pour le dire, etc. » Enfin, une espèce d'aphorisme un peu fou, comme vous trouvez chez Nietzsche. Et Foucault retravaille ça à l'aide de savants, du Mésil, etc. et montre que c'est pas du tout ça, qu'au fond, il dit « Ô Criton ». Ô Criton. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire « Ô Criton » ? Parce qu'il y a ce dialogue qui s'appelle le Criton, où Criton a essayé de dire à Socrate « Au fond, tu devrais quand même t'enfuir, à quoi bon rester, on a tout préparé ». Et là, Socrate, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dit « Non, je dois rester, écoute, chacun prend ses responsabilités, ils ont décidé de me condamner à mort, ok, c'est leur problème, moi je reste, il faut que je sois un peu cohérent avec moi-même, etc. » Et là, en disant « Ô Criton, nous devons un coq à Esculape », il essaye de dire que les vraies maladies, ce n'est pas les maladies du corps, ce sont les maladies de l'âme. Et c'est quoi les maladies de l'âme ? Ce sont les erreurs, les faussetés, et qu'il a failli accepter la proposition de Criton qui était une erreur. Et cette erreur, cette fausseté, elle aurait corrompu son âme, et donc il a échappé à cette maladie. Voilà. Je vais très vite, mais... C'est comme ça que Il y avait une question là et puis une derrière. Je voulais savoir, on vient de balayer un peu tout ce que vous avez dit. Enfin, je veux dire, on vient de voir les différents usages du corps et je voulais savoir comment Foucault en était venu à parler de la monstruosité dans Surveiller et punir, parce que je n'arrive pas à voir le lien avec... Le lien, c'est que quand il décrit quand vous dites la monstruosité, c'est la monstruosité du supplice au début, c'est ça? Non, c'est à ça? L'image du monstre qui rentre pas dans la taxinomie. Oui ou pas? Le monstre qui rentre pas dans la taxinomie. D'accord. Qui peut être établi. D'accord. Qui sort des normes du code. Oui. Non, mais je suis perdu, mais ça fait rien. Hein? En tout cas, moi, la manière dont je vois les choses, puisque vous dites, mais au fond, mettons que vous ayez voulu parler de Damien, ça m'arrange. Donc, on va prendre ça. C'est-à-dire de la monstruosité du supplice. En quoi, vous voulez... Le début de Surveiller et punir, quand vous lisez, vous avez cette description, mais il prend les textes historiques, c'est-à-dire il cite un récit détaillé du supplice, et juste après, un règlement pénitentiaire très froid, qui raconte à telle heure les détenus feront ça, ensuite ils feront ceci, cela, etc. Et il montre qu'au fond, le pouvoir, c'est deux prises de manière de prendre le corps tout à fait différentes. Et qu'il faut qu'il faut écrire une histoire justement de la manière dont le pouvoir peut avoir des prises sur le corps qui sont complètement différentes. Voilà, donc ce serait des monstres. Oui, mais des vrais monstres. Attendez, parlons des vrais monstres. Mais pourquoi vous voulez parler des monstres? Justement, j'avais lu un passage de Surveiller et punir qui parlait des monstres et j'arrive pas à voir le lien avec... Oui, mais alors à ce moment-là, parce qu'il parle... Ou alors c'était pas dans Surveiller et punir, c'était dans les anormaux, non? Oui, c'est ça, parce qu'il y a tout un... Vous avez raison, il y a toute une étude de Foucault sur la monstruosité, mais qui est dans les anormaux. Alors le lien, c'est que précisément par rapport à la discipline, je vous avais dit que la discipline, c'était du côté de la normalisation, d'accord? Et il essaye de repérer les premières figures des anormaux, c'est-à-dire avant la discipline. Et il dit qu'une des premières figures, c'est le monstre, justement. Et c'est le monstre, ce serait quelque chose comme la première figure, la première représentation dans l'histoire prédisciplinaire de la normale. Voilà.
C'est juste une notion que j'ai pas trop compris dans ce que vous avez expliqué. C'était sur la médecine des espèces et les essences pathologiques. Ouais. Et le rapport avec les maladies. Ouais. Alors, si vous lisez, si vous voulez, Foucault explique ça de la manière suivante. Il essaye de nous faire entendre que, pour nous, de manière complètement évidente, la maladie, elle est logée dans le corps. Et au fond, dit Foucault, cette évidence, elle est complètement historique, et pendant des siècles, eh bien, on a considéré les choses autrement. C'est-à-dire, on a considéré que les maladies étaient des... Je vais reprendre le terme qui a été employé juste avant, des espèces, c'est-à-dire des essences qui étaient prises dans des tableaux taxinomiques, et que ces essences, elles se réalisaient dans le corps, mais ce que doit faire le médecin, c'est d'essayer de traverser le corps malade pour voir, pour essayer de deviner l'essence pathologique qu'il a altérée. Bon, je ne suis pas sûr que maintenant vous ayez mieux compris, non ça, si? Non? Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'il faut bien voir que pour le médecin du XVIIe, le corps du malade, c'est ça l'idée de Foucault, est presque encombrant. Bien sûr que c'est lui qui est malade, donc, mais la vérité de la maladie, à la fois elle s'exprime dans le corps et en même temps le corps lui apporte des modifications, des altérations qui fait que c'est un peu compliqué de la deviner parce que le corps du malade a une dimension occultante. Non? Vous êtes gentil. Non mais après, c'est vrai que c'est compliqué de se représenter les choses comme ça. Et de se dire, parce que quand je vous dis une essence pathologique, je vous dis, mais enfin quoi, dans une espèce de ciel des idées, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, une maladie qui tient en l'air et puis qui à un moment va traverser un corps? C'est pas exactement ça, mais ça signifie pour Foucault que le corps du malade a une dimension pour le médecin qui n'est pas une dimension de révélation. C'est-à-dire que le problème du médecin, ça va être de dire à chaque fois... comment est-ce que ce corps, en même temps, va pouvoir gâcher la vision claire que je peux avoir de la maladie? Voilà. C'est le premier chapitre qui s'appelle d'ailleurs « La médecine des espèces » dans l'essence de la clinique. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Juste par rapport à la médecine des espèces, ça ne s'oppose pas du coup à la théorie des humeurs, enfin, parce que la théorie des humeurs, elle se focalise sur le corps. Et ce que vous dites, c'est que la maladie viendrait d'une essence... Je dis que dans la médecine des espèces, voilà, je trouve des formulations plus justes au moment où je les retravaille. Il s'agit de traverser le corps pour pouvoir repérer la maladie. Mais on le traverse. Et le corps n'est pas le lieu de la vérité de la maladie. Alors que dans l'anatomopathologie, on découpe le cadavre et en regardant l'altération du tissu, la maladie se révèle. D'accord ? Et le corps n'est pas traversé, il est même exploré, il est un véritable... Il est le substrat et à la fois le support et le lieu de vérité de la maladie. Je ne pensais pas que la médecine des espèces vous aurait... J'aurais bien aimé te faire parler un petit peu du corps et de l'usage des plaisirs et du plaisir, mais bon... Oui, bon, c'est toujours plus agréable de finir peut-être dessus, quelques petits mots alors pour terminer. Voilà. Sur l'usage des plaisirs... Au fond, quand je parlais de sexualisation, j'essayais de dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la sexualité
Et ça, pour Foucault, c'est un héritage proprement chrétien. Ce que j'essaye de dire par là, quand je dis que c'est un héritage chrétien, c'est que Foucault remet en cause l'idée peut-être que vous avez ou qui vous a traversé, qui consiste à dire, vous savez, chez les Grecs, c'était l'explosion des corps, on acceptait toutes les formes de sexualité, ils étaient très très tolérants, la sexualité était à fleur de peau, enfin c'était une joyeuse pagaille. Et puis le christianisme est arrivé avec les interdits, les tabous, les restrictions, etc. Bon. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous avez cette représentation, mais souvent on entend cette représentation qui consiste à dire qu'il y aurait eu un âge d'or de la sexualité qui se serait refermé avec le christianisme, qui aurait criminalisé la sexualité, etc. Bon. Alors la première chose que dit Foucault, et c'est assez convaincant, c'est que si vous regardez les textes des philosophes, franchement, des philosophes anciens, des sages, même des médecins, ils vous disent tous, attention, trop faire l'amour, ça peut être très très dangereux, vous allez tomber malade, si vous êtes marié, il ne faut surtout pas être infidèle, enfin c'est des choses qui ne se font absolument pas, etc. Donc il faut avoir... Si vous faites l'amour, c'est vraiment pour pouvoir avoir des enfants et pas du tout pour rechercher le plaisir. Ça, c'est complètement... Enfin bon, ça se fait pas non plus. L'homosexualité, oui, c'est quand même problématique. Alors, quand je dis que c'est problématique, c'est qu'il n'y avait pas de loi non plus, évidemment, chez les anciens qui consistait à dire, à la punir et à l'interdire, puisque vous savez faire bien que quand vous lisez les dialogues de Platon, entre Alcibiade, Socrate, on sent bien qu'il y a des échanges comme ça, un peu amoureux, donc c'était toléré, mais ça faisait problème, c'est ce que dit Foucault, donc voilà. Donc ce qu'essaye de dire Foucault, c'est que la sexualité, si vous voulez, c'est que ce qu'on appelle la sexualité, ça a toujours été le lieu dans les sociétés, que ce soit les anciens, que ce soit les chrétiens, d'un certain nombre de codes et d'austérité. Mais ce qui change, c'est l'expérience. Quand je dis l'expérience, c'est la manière dont on habite ces codes, dont on les détourne, dont on les vit, dont on les... Voilà. Et donc, il va se poser la question de l'expérience que le sujet se fait du plaisir sexuel et la manière dont il peut y avoir une information culturelle très forte là-dessus. Et à ce propos, il va dire, au fond, ce qu'on appelle la sexualité aujourd'hui, quand on parle de sexualité, d'une certaine manière, on parle très peu de plaisir. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a construit comme étant la sexualité, à partir, j'allais dire, de Saint-Augustin à Freud, encore une fois, tout ça est très grossier, mais pour vous ayez comme ça un schéma, c'est le lieu où se structure notre désir et donc la vérité de notre identité. C'est-à-dire qu'on considère que dans la sexualité, il y se joue quelque chose de la vérité, de notre individualité, de notre intimité, et qu'au fond, dans le dessein de notre désir, dans la manière dont notre désir se distribue, quelque chose de la vérité de notre identité se joue. D'accord ? Voilà. Et quand il regarde, quand il relit les textes médicaux d'Hippocrate sur la sexualité, quand il relit les textes de Platon ou d'autres sur donc les textes des anciens sur la sexualité, évidemment qu'il ne voit pas, oui, allez-y, c'est la grande fête, etc. Mais simplement, il s'agit, pour les Grecs, mettons en tout cas pour les anciens, de trouver un bon usage des plaisirs. C'est l'expression qui a été employée et qui est d'ailleurs qui est le titre d'un livre de Foucault, l'usage des plaisirs, kreia aphrodisione en grec, c'est-à-dire la manière dont chacun va se poser la question de la bonne mesure.
ce que j'essaye de dire et ce qu'essaye de comprendre Foucault, c'est comment est-ce que la sexualité qui, pour nous, aujourd'hui, se pose en termes de désir et de loi quand même. C'est-à-dire, la sexualité, c'est lié pour nous. Quand je dis pour nous, c'est peut-être pour nous, occidentaux, du XXe siècle, j'en sais rien, mais quand même, il y a cette idée qu'il est question dans la sexualité de loi, c'est-à-dire d'interdit. C'est le désir et c'est en même temps l'interdit. C'est à partir de là que se fait l'expérience de la sexualité, à partir du problème de l'interdit et du désir. Et il montre comment, finalement, dans les textes anciens, alors même qu'ils reconnaissent aussi les mêmes points d'austérité, l'expérience se fait par rapport à l'usage des plaisirs, c'est-à-dire des questions qu'on ne se poserait plus, par exemple, en quelle saison ? Il se pose la question, est-ce que c'est mieux en hiver et en été ? C'est quand même très compliqué parce que par rapport c'est pas l'interdit, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est qu'il y a un certain usage. La sexualité est considérée, les aphrodisiales, les plaisirs charnels, les plaisirs sexuels sont considérés comme un élan naturel qui peut présenter des risques, mais pas parce que c'est interdit, parce que ça peut emporter, ça peut fatiguer, et qu'à ce moment-là, il faut déterminer un bon régime. Un bon régime, c'est-à-dire une bonne manière d'en user. Donc la catégorie, voilà, c'est celle de l'usage et du bon usage des plaisirs. Non, est-ce que ça... Parfait, on peut s'arrêter là. Voilà, j'aurais fini par des paroles très sages. Alors, donc, usez bien de votre corps et de vos plaisirs. D'accord. Bien, merci. Merci à vous.